à qui profitent les crimes? Il y a deux choses. Oui. Il était ministre. Oui. Il est resté cohérent jusqu'au bout de sa logique. Oui. Il a dit ouvertement aux journalistes qu'il n'avait pas peur. Franck Diongo et à la DEMIAP, Salomon Escadela, parce que les gens estiment que c'est Salomon, mais moi, à la place de Salomon, moi je vois, c'est Katumbi qu'on a arrêté. Et puis, au-delà de ça, on vient non seulement arrêter, mais tuer. Et ce régime ou ce pouvoir qui va accepter de commettre un acte pareil pendant cette période. Et voilà, à qui profiteraient ces crimes? La justice nous déçoit toujours quelque part. Vous avez suivi vous-même avec les témoignages des kidnappeurs, c'est des magistrats qui sont corrompus, qui finissent par les libérer. Des gens qui sèment la terreur, les gens qui tuent. On peut faire la comptabilité de morts que ces kidnappeurs ont créé dans la société. Donc, du coup, quand on ne fait pas confiance à la justice, on doit associer à cette justice d'autres experts pour qu'on l'invite, et puis après, enlèvement, et puis après, assassinat. Et quand vous regardez la scène, en tout cas, c'est une scène, hein, appelons ça comme ça, c'est vraiment une scène théâtrale. Donc, vous avez l'impression qu'on est venu juste déposer le véhicule là. Oui, oui. C'est vraiment l'impression que ça donne, c'est vrai. Et on a juste placé la personne avec ceinture de sécurité. Mais non, comment comprendre dans ce coin où, au coin, vous avez le ministère de la Défense avec les militaires, juste là, là où il y avait Hôtel Vénus. Oui. Vous avez sur au commandement la route qui vous mène tout droit vers Kankokolo, et puis la cour constitutionnelle qui est là. On suppose qu'il y a quand même quelques policiers, parce que la cour constitutionnelle n'est pas isolée. Il y a la cour constitutionnelle, il y a le CESAC, et puis il y a de gardes qui s'occupent de la clôture de ces bâtiments. Comment maintenant expliquer un tel enlèvement? Bon début de week-end, à vous qui êtes branchés, on se retrouve pour ce nouveau Nice Press à mes fidèles téléspectateurs. Un seul invité sur ces plateaux, vous étiez prévenu que vous allez recevoir Edmo Izouba et Pius Romain-Roland, mais hélas, Pius a causé un petit souci, mais cela n'empêche pour vous servir sur ces plateaux. Plutôt, nous sommes avec Edmo Izouba, qui est journaliste congolais, patron de cette chaîne en ligne qu'on appelle Actualité.cd. Ensemble, avec lui, nous allons échanger tout autour de l'assassinat de l'ancien ministre du Sport, plutôt de Transport, le député national Chéribé Okende, les porte-parole de ce parti politique qu'on appelle Ensemble pour la République. Nous allons vous donner quelques lignes, si pas quelques détails, s'il fallait dire, par rapport à son assassinat. Son corps a été retrouvé, vous le savez, depuis hier matin, sur poids lourd, criblé de balles, en tout cas, assassiné comme un malfrat, alors que ce dernier fut un homme intègre, très intelligent, aussi courtois que ça. Mais hélas, on a arrêté la vie, on a arrêté le souffle de vie à cet homme de Chéribin Okende que nous continuons à pleurer. Edmond, merci d'être là et bon vendredi à vous. Merci beaucoup de l'invitation, mais je tiens à préciser une chose. Je suis patron de Opinion Info.cd. Désolé. Et non toutes mes excuses. d'actualité.cd. Toutes mes excuses, lapsus en tout cas. Voilà, donc merci beaucoup de l'invitation. Alors, vous étiez prévenu que nous allons parler de l'assassinat de Chéribin Okende. Nous avons suivi les témoignages jusqu'ici en partie de son garde du corps. Les procureurs ont placé un mot. Les enquêtes continuent. Sa famille politique, Moïse Katumbi notamment, ou encore le secrétaire général de l'Ensemble pour la République, ont dit clairement que c'est un assassinat politique. Le gouvernement s'est engagé pour des enquêtes, vraiment, pour que la situation soit éclairée. Vous êtes Congolais, vous avez connu personnellement Chéribé Okende, vous êtes journaliste de surcroît. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? On peut dire que l'insécurité devient de plus en plus grandissante à Kinshasa ou encore au Congo. Eh bien oui, l'insécurité, d'abord, ça se constate par tout le monde. Ce n'est pas à moi de le dire ou de l'affirmer.
Les autorités congolaises ont reconnu cela. Vous savez, à peine on venait de présenter les gens, les criminels qui kidnappent les Quinois, les Quinoises, les voleurs de motos. Vous savez, pour arracher une moto, il faut soit tuer son chauffeur, soit mettre en état de non-mouvement le chauffeur de moto pour lui ravir. Donc, l'insécurité est devenue grandissante aussi parce que, vous savez, à Kinshasa, il y a non seulement le phénomène Kuluna, mais dans la partie est de la capitale, on parle du phénomène Mobondo, donc les désordres qui sévissent. Le Grand Bandundu a envie d'occuper une partie de notre capitale et le Congo central. Donc, en matière d'insécurité, je dirais même que la ville de Kinshasa est prise en étau parce que nous n'avons que deux sorties. Nous avons le Congo central qui, aujourd'hui, juste à la porte, représente une insécurité. On parle déjà au niveau des Kassangoulou, les cas des coupeurs de route, et puis à la sortie vers le Grand Bandundu, le phénomène Bombondo. Et à Kinshasa, vous avez le Kuluna, vous avez les kidnappeurs et tout ça. Tout ça, ça plante déjà les décors d'une insécurité grandissante. Mais ce qui est encore plus grave, insoutenable et innommable, c'est ce crime, c'est ce meurtre, cet assassinat de Chéribin Okende, que nous tous nous connaissons, en tout cas tout journaliste sait que Chéribin, c'est l'un des acteurs politiques congolais le plus rationnel. Très rationnel. En tout cas, qu'il puisse exister. Franchement. Vous savez, à l'époque, il n'a pas forcé les choses, quand bien même il a été pratiquement, je dirais, ridiculisé par la MP de l'époque de Joseph Kabila. Il s'est mis à écrire, il avait écrit un livre. Et Chéribin Okende, c'est parmi des dirigeants, à l'époque, je me rappelle, avant de devenir d'ailleurs DG des Lacs, il fut grand syndicaliste. Donc, il a milité d'abord pour une vie assez saine, même sur le plan politique, il est resté différent des autres. Et les jours où, je me rappelle, parce que j'ai couvert cette activité, les jours où il annonce son départ des lacs, des lignes aériennes congolaises, tous les agents étaient fondus en larmes. C'est des témoignages que je retiens, c'est tout ce que je peux retenir des Chéribin Okende. Mais vous l'avez encore revu récemment ici comme ministre des Transports. Il est resté le même, très lucide, même dans la gestion des choses. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué la presse par ses interventions, par ses prises de parole sur la place publique. Donc je dirais qu'aujourd'hui, Ensemble pour la République a perdu un membre, pas de moindre en tout cas, à la taille de Chéribin Okende. Et j'en profite pour présenter toutes mes sincères condoléances à la famille biologique de Chéribin, que je connais certains, en tout cas les enfants de Papa Okende, je connais Sarah, et puis aussi à sa famille politique, donc, qui est ensemble. Donc c'est vraiment une mort de trop, un assassinat qui ne se justifie pas dans notre mémoire collective. Alors, il faudrait très vite, alors, passer aux enquêtes. Des enquêtes sérieuses, des enquêtes indépendantes. Les enquêtes nous dureront plus, ça c'est vrai, mais cela n'empêche pour réfléchir à haute voix. Vous avez suivi les images, les interventions de plusieurs, je cite surtout de Katumbi, qui est le mentor, s'il fallait dire, de Chéribin Okende, qui pense que c'est un assassinat politique. J'avais dit de peur et je me répète. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Non. Ça veut dire quoi? Les acteurs politiques ont leur manière d'appréhender les choses. Je ne condamne pas la déclaration de Moïse Katumbi. Il serait aujourd'hui au pouvoir, peut-être il ne tiendrait pas ses discours. Donc aujourd'hui, chacun, à travers les événements qui arrivent au pays, à travers ses propres convictions politiques, tente de prendre position.
Donc, vous avez suivi, même le gouvernement, de son côté, même le chef de l'État, a condamné et a demandé que justice soit faite. Même le Premier ministre, il est resté aussi ouvert pour dire que nous, gouvernement congolais, nous allons associer des gouvernements, des services étrangers à des enquêtes. Il y avait une réunion de crise. Hein, justement, là-bas, au gouvernement, avec le service de sécurité, à la primature. Voilà. C'est-à-dire, de ce côté-là, ce sont des choses qu'il faut encourager. Parce que nous tous, je vous ai dit que cette mort, cet assassinat blesse notre mémoire collective. C'est tous les Congolais en général qui étaient dans le moi hier. Tout à fait. Toute la communauté internationale, oui. Les chancelleries occidentales étaient dans les mois. Vous avez suivi le communiqué de la MONUSCO, vous avez suivi de l'Union européenne, vous avez suivi Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, vous avez suivi les États-Unis d'Amérique s'est prononcé, la Belgique, etc. Donc ça veut dire que ça touche à la sensibilité que pour tirer une conclusion très vite, ça sera un peu très difficile de tomber, par exemple, pour dire, voilà, c'est un assassinat politique. Alors, pourtant, à la veille de... les enquêtes doivent nous définir si c'est un assassinat ou c'est un meurtre. Alors, vous parlez des enquêtes, c'est vrai, mais peut-on nous faire foi à la justice? Vous êtes ingénieur que lors de la dernière sortie médiatique des chefs de l'État, les chefs de l'État avaient regretté la manière dont l'appareil judiciaire congolais travaille. Est-ce qu'on peut dire que les résultats qui seront donnés par la justice, on peut vous faire foi? Voilà pourquoi je soutiens cette option du Premier ministre d'associer d'autres services étrangers. Par exemple, la MONUSCO. Parce que nous tous, la justice nous déçoit toujours quelque part. Vous avez suivi vous-même avec les témoignages des kidnappeurs, c'est des magistrats qui sont corrompus, qui finissent par les libérer. Des gens qui sèment la terreur, les gens qui tuent. On peut faire la comptabilité de morts que ces kidnappeurs ont créé dans la société. Donc, du coup, quand on ne fait pas confiance à la justice, on doit associer à cette justice d'autres experts pour que la lumière soit établie. Déjà, si on ne fait pas confiance à craint, parce que cette dernière élève la nation. Est-ce que donc ce n'est pas le cas? Non. La justice qui élève la nation, ce n'est pas notre justice. En tout cas, c'est resté dans le texte, c'est resté dans le loi, mais ce que nous voyons, et le procureur de la République actuelle a eu à le rappeler à tous les magistrats. Je me rappelle même du discours tenu par le président de la Cour constitutionnelle devant les magistrats, qui enregistre tous les jours des arrestations arbitraires. Aujourd'hui, maintenant, ces arrestations arbitraires s'assimilent à des cas d'enlèvement. Venir vous prendre, vous cueillir chez vous à la maison. Qu'est-ce qui prouve que c'est réellement les agents de la justice? Ce n'est pas le fait de se promener avec un mandat d'amener ou un avis des recherches que vous allez appréhender quelqu'un, arrêter quelqu'un manu militari au point de le ridiculiser devant ses enfants. Donc, aujourd'hui, notre justice laisse à désirer. Voilà pourquoi il sera très important que dans ces enquêtes, on associe les experts internationaux qui viendra corroborer, et d'ailleurs, même les matériels, parce qu'on a dit, j'ai suivi ce que le procureur a déclaré, en termes de témoignages, que dans la Jeep de Chérubin Okende, on a retrouvé une arme à feu, justement, pour déterminer les détenteurs de cette arme. On doit prendre les numéros, on doit prélever les empreintes pour connaître la dernière personne qui a touché, qui avait utilisé cette arme. Donc, c'est ça justement. Et la justice a annoncé avoir arrêté le premier suspect qui se trouve être le garde du corps de Chérubin Okende. Les explications données... Il n'est pas arrêté, il est en détention comme témoin. Hein, il va donner son... Oui, mais quand il est déjà privé de ses mouvements, il est arrêté. Soit. Oui, parce que la justice estime que le monsieur qui était venu à 11h récupérer les courriers au nom de Chérubin Okende, il est retourné à 16h déposer la réponse. La réponse de Okende, oui.
à 20h pour dire voilà, Cherubin Okende était introuvable et revenir le lendemain à 8h pour dire qu'on a localisé sa Jeep à travers les systèmes GPS. La cour, le procureur estimait que le garde du corps était suspect. Et puis, je ne sais pas, peut-être qu'on l'avait hypnotisé, Cherubin Okende, dans sa Jeep. Les gens, ils arrivent, ils le récupèrent dans sa Jeep, comme un témoignage que j'ai suivi sur ma mission télévision. Ouais, j'ai suivi le monsieur dit, aussi. voilà. On ne fait pas foi, mais du moins, on a suivi. Oui, ben on a suivi. Mais non, comment comprendre dans ce coin où, au coin, vous avez les ministères de la Défense avec les militaires, juste là, là où il y avait Hôtel Vénus. Oui. Vous avez sur au commandement la route qui vous mène tout droit vers Kankokolo, et puis la cour constitutionnelle qui est là. On suppose qu'il y a quand même quelques policiers, parce que la cour constitutionnelle n'est pas isolée. Il y a la cour constitutionnelle, il y a le CESAC, et puis il y a de gardes qui s'occupent de la clôture de ce bâtiment. Comment maintenant expliquer un tel enlèvement? Parce que d'après les témoignages de monsieur qui a parlé, qui a vu, parce que nous n'étions pas là, nous nous basons seulement sur base des témoignages des gens, il dit qu'on a utilisé les véhicules de Cherubin et que c'est lui qui était au volant. J'aimerais bien que ce monsieur qui a fait ces témoignages aide la justice. Qu'il part vraiment faire ces témoignages devant la justice pour aider à la vérité. Parce que, pour l'instant, nous tous, nous Congolais, nous avons besoin de cette vérité-là. En tout cas, ce crime, cet assassinat, ne doit pas rester impuni. Ça ne restera pas impuni, ça c'est vrai, mais est-ce que c'est un message? Il y a aussi un tweet que j'ai lu de Sonia Rollet. Là encore, on ne confirme pas, mais on fait seulement quelques commentaires. Sonia Rollet a dit qu'elle a reçu le message d'alerte d'ensemble à 15h et que le document tel qu'il est présenté du garde, certainement c'est le garde du corps qui a envoyé ces documents, était à 16h. 2 minutes. Message d'alerte de l'ensemble. De ensemble. Vous n'avez pas lu, Sonia Rollet? Non, je n'ai pas lu. En tout cas, son tweet reste encore. À 15h déjà, ensemble avait alerté pour l'enlèvement. Oui. Ben, ça, pourtant, le courrier est déposé à 16h, 2 minutes. Apparemment, vous insinuez quoi? Je ne sais pas. Non, rien du tout. Je n'insinue rien. Je fais. Transmettre quel message? Alors on ramasse tout. On ramasse tout. Je rendez-vous. sais que c'est dans le temps voisin, parce que quand on parle vers 15h, ça peut aussi être 15h45, 15h et tout ça, mais c'est quand même des différentes heures. Parce que dans le témoignage que j'ai suivi, encore un autre témoignage que j'ai suivi sur la télévision de mon confrère, mon préféré, le célèbre Peter Tiani, le garde du corps dit n'avoir fait que 10 minutes à l'intérieur. Donc on suppose que si réellement c'était vers 15h, on suppose qu'aussitôt le garde du corps était descendu et on est venu cueillir Cherubin. Donc voilà. Donc je ne pas, c'est pas à moi de faire la lumière, mais on ramasse seulement tout ce qui s'est dit autour on essaie de l'assassinat ensemble de pour trouver la et puis, libération. deuxième chose, d'accord. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que ça s'apparente à ce qui est arrivé à Chebeya. À Chebeya, oui, hein, c'est à peu près similaire. Alors c'est similaire, c'est-à-dire on l'invite, et puis après enlèvement, et puis après assassinat. Et quand vous regardez la scène, en tout cas c'est une scène, hein, appelons ça comme ça, c'est vraiment une scène théâtrale. Donc vous avez l'impression qu'on est venu juste déposer le véhicule là. Oui, oui. C'est vraiment l'impression que ça donne, c'est vrai. Et on a juste placé la personne avec ceinture de sécurité. Et puis on a commis le forfait. Parce que, supposons qu'il était en train de conduire. Il conduit, il panique ou il attrape une balle. C'est-à-dire quand quelqu'un conduit, il attrape une balle, il panique. S'il est en vitesse,
il doit cogner. Tout à fait. Mais là, il n'a pas cogné. C'est plutôt l'impression d'un véhicule stationné. Sagement stationné. Sous poids lourd. Du coup, ça met même en difficulté les travailleurs de cette société où le véhicule était stationné. On doit les arrêter, on doit les interroger pour savoir à quelle heure le véhicule était stationné et quand ça a été stationné, qui était à l'intérieur et tout ça. Voilà. Il faut nous ouvrir des pistes sérieuses pour vraiment, vraiment connaître le véritable assassinat de notre compatriote. C'est ce que nous voulons. Chéribé Okende. C'est ce que nous attendons. Mais maintenant, dis-moi- la question finale, parce qu'il faut D'accord. quand même la poser. À qui profitent les crimes? Oui, c'est par là que je Oui. vais venir. Plutôt. On doit savoir à qui profite ce crime. D'après vous? Je ne veux pas, en tout cas, m'hasarder à conclure ou à donner ma position sur ça. Je préfère, à la limite, qu'on ait de premiers éléments qui pourraient me faciliter à faire la lumière. On Vous peut savez, faire- si on peut par faire exemple... on peut faire l'analyse de son cursus. Si par jusqu'à exemple, la fin, si ici, par hein, exemple, il venait d'être ministre. Si il par venait de exemple, oui, démissionner ben il y a justement, peu. ouais, Il a suivi son mentor plutôt Katumbi. ouais. Est-ce que ça n'a pas gêné? Il y a deux choses. Oui. Il était ministre. Oui. Il est resté cohérent jusqu'au bout de sa logique. Oui. Le jour où il comparaissait, j'ai encore revu les images, les jours où il allait répondre à une question orale avec débat à l'Assemblée nationale, j'ai vu les images aussi. il a dit ouvertement aux journalistes qu'il n'avait pas peur. Il le dira, si on veut le destituer, qu'on le destitue. Il n'a pas peur de retourner dans sa casquette de député. Et les jours où il a démissionné librement. Ouais. C'est vraiment pas un monsieur qui était surchargé ou Pas du qui tout. vivait sous pression. Pas du tout. Toujours suivant. Alors, mais sinon. Les jours suivent. Oui. Par la suite, il devient porte-parole des Ensemble. Et c'est lui qui porte la voix des Katumbi, la voix de l'opposition, la voix des Ensemble. On l'a vu à travers les marches, ainsi de suite. Est-ce que l'éliminer pendant cette période où Franck Diongo est à la DEMIAP, Salomon Escadela, parce que les gens estiment que c'est Salomon, mais à la moi, prison à la militaire. place de Salomon, moi je vois, c'est Katumbi qu'on a arrêté. Et puis, au-delà de ça, on vient non seulement arrêter, mais tuer. J'aimerais bien qu'on Katumbi m'explique. pense qu'il veut. On Qu'on cherche m'explique à qui. à le neutraliser, réduire en silence. En tout cas, j'aimerais bien vraiment qu'on m'explique à qui profiteraient ces crimes. Sinon, à la veille de Et ce quel grand est ce rendez-vous pouvoir des élections, allais-je dire, Justement, c'est quel message Quel est que nous ce transmettrons, pouvoir quelle image quel est pour ce la RDC? pouvoir? Il sait qu'il va organiser les élections contestées, bien que soutenu par une catégorie de la population. Au-delà des élections, il y a aussi la Contesté francophonie qui par s'annonce dans les semaines le suivantes. jeu de la francophonie. Voilà, le jeu de la francophonie, oui. Où plusieurs pays craignent déjà l'insécurité. Je vais te faire un témoignage. Un ministre m'a confié qu'il revenait d'un sommet où on parlait de kidnapping. Le sommet de la francophonie, quelque part. Je crois l'Assemblée francophone, quelque chose comme ça. On parlait de kidnapping à Les Kinshasa. assemblées nationales francophones. Mais déjà là-bas, On parlait de à ce kidnapping à niveau, Kinshasa. on parle de kidnapping à Kinshasa. On parle d'une situation d'insécurité qui se passe ici. Ça craint. Donc vous voyez, maintenant, quel est ce régime ou ce pouvoir qui va accepter de commettre un acte pareil pendant cette période? Et voilà, tous nos raisonnements se cristallisent dans tout ça. Les éléments et tout ça, mais je n'ai pas une conclusion à donner par rapport à ça, à qui profitent les crimes, mais j'attends vraiment le premier élément probant qu'on tombe même sur un des enlèveurs, des personnes qui sont venues arrêter ou enlever Chéribé Okende. Deuxième chose, il serait encore mieux de savoir si, à la Cour constitutionnelle,
il y avait ne serait-ce que des vidéos de surveillance. Vraiment. Vraiment. Et s'il y a des vidéos de surveillance, c'est-à-dire on doit visualiser ces vidéos et peut-être en apercevoir. Et j'invite la population de manière générale de développer le réflexe, la prise de conscience. Quand il y a une personne en difficulté et qu'il est enlevé, vous avez votre téléphone, soit vous filmez, soit vous prenez au moins les numéros de la plaque d'immatriculation du véhicule où sera placé le monsieur. Et là, vous aurez aidé non seulement à la justice, mais à toute la communauté congolaise. Donc, il faut développer le réflexe. Ce n'est pas seulement voir c'est bien, on peut toujours témoigner et tout ça, mais notre justice, c'est beaucoup plus de preuves, c'est beaucoup plus des éléments matériels. On parle d'un droit, on dit germano, ça m'échappe un peu, oui. Donc, c'est beaucoup plus le système matériel qui est pris en considération. Alors, on va chuter déjà. On va aller lentement vers la fin de cette émission parce que nous avons commencé à retard. Toutes nos excuses pour ça. Les élections s'annoncent, je l'ai dit et je me répète. Vu les climats, vu la tension, pensez-vous qu'on va avoir de belles ou encore de bonnes élections? Les élections, ça dépend. Moi, je sais que c'est la CENI qui organise les élections. Et l'environnement déjà... Les élections sont des opérations citoyennes. Mais au-delà de ça, ce sont des acteurs politiques qui participent. Quand les acteurs politiques qui viennent participer dans ces opérations, ils ne viennent pas en toute citoyenneté. Ils viennent avec les calculs politiques. Ils ont déjà des idées en tête. La raison pour laquelle, vous allez voir, depuis que nous avons commencé à enregistrer les élections, aucun président n'a appelé le gagnant pour le remercier. En dehors de l'alternance que nous avons subie en 2018, Joseph Kabila et Tshisekedi. Mais dans la compréhension des choses, vous avez vu, Martin Fayulu revendiquer le pouvoir, revendiquer la victoire. Donc, pour moi, dire que les élections apaisées, je reste dubitatif. Pourquoi? Parce que nous avons connu dans le passé les accords politiques pour des élections pacifiques, pour des élections apaisées, pour des élections sans contestation. Mais on a fini par contester toujours. On a détesté la machine à voter. Dans ce pays ici, on a détesté le processus électoral. Les gens se sont retirés du processus. Et apparemment, l'histoire se répète parce que Fayulu maintient sa position de ne pas prendre la parole. Oui, mais pourquoi vous allez condamner Fayulu? Pourquoi vous allez le condamner? D'après vous, il n'a pas tort. Hein? Non, mais est-ce que la politique, je vous ai dit que les acteurs politiques, surtout les leaders, viennent avec leurs calculs politiques. Quand Fayulu se retire des élections, il y a un calcul politique derrière à faire autour de cette déclaration. Calculer, c'est vous le dites, mais apparemment, il y a un flou qui plane. On croit Fayulu, il n'y a pas eu l'audition. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Du coup, il doit s'attacher à une contestation pour justifier le calcul politique. C'est comme le pouvoir aujourd'hui, qui apprécie tout, qui vient de Denis Kadima. Le pouvoir a aussi son calcul politique. Le calcul politique du pouvoir, c'est que Tshisekedi doit, coûte que coûte, remplir pour deuxième mandat. Ça, c'est le calcul de Denis Kadima? Non, ça, c'est le calcul politique du pouvoir, de l'Union sacrée. Vous avez dit tantôt Denis Kadima. Non. Je dis du pouvoir. Ça dit, le pouvoir a les acteurs politiques. Chacun a son agenda. Moïse Katumbi aussi, il participe. Mais est-ce que pour perdre? Je ne pense pas. Pour gagner, il va dépenser de moyens pendant la campagne électorale. Il va mouiller les maillots. C'est pour gagner les élections. Tout à fait. Mais sinon, le pouvoir fera de même pour gagner les élections. Tout le monde qui viendra, même les petits députés, qu'ils soient provinciaux ou nationaux, vous allez voir toujours le même langage, qu'il veut gagner. Donc tout le monde qui vient participer aux élections... C'est pour gagner, oui. C'est pour gagner. Maintenant, quand on publie les résultats, déception totale. Déception
totale dans le chef de ceux qui pensaient qu'ils devraient gagner. Et surtout quand ces résultats ne sont pas corrects, ça alimente encore le feu. La posture de chaque camp est connue presque, parce que vous avez suivi Fayoulou, on a dit ça tantôt là, que Fayoulou et son camp ne vont pas prendre part aux élections. La position du FCC depuis la nuit des temps, Kabila apparemment, lui aussi sera non partant, ou encore les FCC, sauf Adolphe Mouzitou, parce que lui avait également exigé à ce qu'il y ait un enrôlement à Massissi, Routchourou et Kwamout pour prendre part. Est-ce qu'il y aura un enrôlement ou pas? Mais du moins, c'est les 15 qu'il y aura clôture des dépôts des candidatures. Sinon, quelle crédibilité pour les élections prochaines si l'ensemble de l'opposition n'arrive pas à prendre part? Non. Il faut comprendre une chose. Ce qui est là, c'est la vérité et la compréhension dans sa démarche. L'opposition dit ceci, radicale en tout cas. Nous, on demande l'audit du fichier, l'audit externe du fichier. On ne croit pas à ce qui a été fait. Corneille Nangaa, Denis Kadima réplique pour dire voilà, je ne veux pas organiser un deuxième audit. C'est déjà un point faible. Vous avez suivi la réplique de Martin Fayoulou. Mais malgré ça, il y a certains acteurs politiques qui disent voilà, nous allons participer. Comme Ensemble pour la République qui a déjà déposé. Donc le bloc des 4, c'est fragiliste déjà. Sa liste aux élections, à tous les niveaux. Alors, vous avez la position de Adolphe Mouzitou, qui semble un peu plus être rationnelle, un peu plus clair. Il dit, si nous voulons réellement qu'on puisse refaire l'audit, parce que sa position va jusqu'à critiquer la loi sur la répartition des sièges, pour parler notamment de ces territoires-là, pour plaider la cause parce que de ces territoires. On nous parle de 484 justement, sièges à lieu des 500. Donc justement, il a plaidé la cause. Mais pour rester demeuré rationnel, il dit, attention, il faut un dialogue. Parce que ça va demander du temps à la CENI pour organiser tout ça. Et je pense que c'est lui qui reste un peu plus cohérent. Les autres, quand ils revendiquent, ils ne tiennent même pas compte du dialogue. Mais le dialogue a beaucoup d'imputation et d'implication. C'est-à-dire qu'il faut violer la Constitution. Qui, aujourd'hui, va accepter la responsabilité de violer la Constitution? Je n'ai pas tort, mais même si on organisait les élections dans le délai, la Constitution sera aussi violée. Parce qu'il y a 3 zones isolées. C'est ça, justement. D'accord. C'est ça, justement. C'est-à-dire qu'on est pris en sandwich. En même temps, il y a un deadline constitutionnel qu'il faut à tout prix respecter. Les 5 ans, les quinquennats. En même temps, il y a des faiblesses dans la loi sur la répartition des sièges et dans les opérations de la CENI. Parce qu'on parle de tout, on ne parle pas de nos cartes d'électeurs qui aujourd'hui s'effacent. Les écrits n'existent plus, des photos, n'en parlons pas, y compris les codes qu'hier. Donc, il faut encore refaire les opérations pour qu'on aille récupérer, ne serait-ce que les duplicata. Vous voyez? Sinon, comment on va voter avec ces genres de cartes où il n'y a presque rien comme vous avez ici? Oui, ben c'est justement parce que j'ai suivi Denis Kadima qui a dit qu'on va délivrer des duplicata. Certainement, il y aura des services qui seront répartis dans chaque commune pour délivrer des duplicata. Mais du moins, parlons-en. Qui va endosser la responsabilité de violer la Constitution? Est-ce que Denis Kadima, parce qu'il réunit déjà les acteurs politiques, il a ouvert le cadre de concertation avec les partis politiques? Est-ce que c'est le président de la République qui va le faire? Parce qu'à l'époque, Kabila, en tout cas, il en avait fait. En initiant le dialogue de la Saint-Sylvestre. Qui va le faire? Est-ce le Parlement? C'est justement la question qu'il faut poser. Mais analyse politique, pensez-vous que les élections seront organisées dans le délai? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les élections seront organisées dans le délai. C'est ce que les gens disent, mais pourquoi la CENI continue à recevoir les candidatures?
On s'est suivi une fois, c'était comme ça, je crois que c'était vers 2011, hein, où on avait reçu les candidatures, mais il n'y avait pas eu élection pour le député provinciaux. Ah oui, l'élection de gouverneur. De gouverneur, oui. Justement pour les élections de députés provinciaux, en fait. Et puis, on est tombé dans cette histoire des commissaires provinciaux, spéciaux. Voilà. Donc, voilà. Et là, pour y arriver, pour y parvenir, la CENI doit saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation. Il n'appartient pas à la CENI, en tout cas, d'interpréter la Constitution en cas de sa propre violation. Donc, la CENI doit saisir les instances habilitées pour donner interprétation si, et seulement si ces opérations connaissent un retard. Edmond, merci. Mais du moins, la classe politique, moi, j'aurais souhaité, en tout cas, vivement, que nos frères, nos compatriotes, des Massissi, des Rutshuru, des Kwamouth, soient enregistrés dans le fichier. Parce que les chiffres qui sont balancés, comment le justifier? Mais la CENI avait parlé de la date du 26, hein, qu'il y aura un enrôlement. Oui, mais comment la CENI va faire pour tomber dans le même chiffre tel que établi par la loi sur la répartition des sièges? C'est ça même l'inquiétude. Si, par exemple, je vais donner des hypothèses. Si, par exemple, la CENI accorde 1 mois pour enrôler ces populations-là, et qu'au bout d'1 mois, la CENI n'arrive pas à totaliser le chiffre, que fera la CENI? Il va trouver d'autres personnes ou d'autres électeurs pour compléter. Et admettons, deuxième hypothèse, la CENI accorde toujours 30 jours pour enrôlement et qu'on atteint les chiffres déjà 10 jours après le lancement de cette opération. On va interdire à d'autres citoyens de venir s'enrôler. Donc il y a des flous. Un flou qui plane, ça c'est vrai. Il y a des flous. Même pas. Ça fait plus d'une année que Bunagana est sous contrôle ou encore Bunagana échappe à Kinshasa. Vous avez parlé d'enrôlement, on parle élection et à Bunagana commence. Oui, mais moi je dis, parce que sur le plan Bunagana, vous allez trop loin. On parle de Rutshuru aujourd'hui. Oui. C'est tout Rutshuru aujourd'hui et une partie de Niragongo. Et d'ailleurs, les informations sont encore inquiétantes parce que aujourd'hui, les rebelles sont en train d'étendre leur zone dans le Massissi. Alors, comment la CENI va mener les opérations dans ces zones? Pour organiser les élections, pour organiser les opérations d'enrôlement dans ces zones, cela ne dépendra pas de la CENI en tout cas. Ce n'est pas à la CENI de fixer une date de la fin de la guerre. Non, pas du tout. C'est à l'armée, c'est à la diplomatie du chef de l'État, c'est le processus qu'on appelle DD3R pour le rapatriement de la population, pour la réinsertion, tout ça. Mais lors de sa dernière sortie médiatique, le chef de l'État était clair par rapport à la question. Il avait dit que nous allons récupérer les zones occupées. Oui, il faut le faire. Il avait dit clairement que Goma ne tombera jamais. Oui, ben, il faut le faire, parce qu'on sait que Goma, c'est vraiment pour... C'est la porte, hein? Non, c'est Goma qui... Le jour où Goma tombe, même les terroristes du M23 seront en difficulté. Parce qu'il y a des intérêts commerciaux mondiaux à Goma. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Goma et qu'au nom de ces intérêts-là, on n'acceptera pas que le chantage des terroristes du 1-23 atteigne ces niveaux. Voilà. Donc, je sais que notre armée combat. Je sais que c'est possible de récupérer ces zones. Mais par la force ce n'est ou pas, par la voie diplomatique? Ce n'est pas par une simple décision de la CENI, un courrier. Non, vous avez dit que vous êtes sûr qu'on peut récupérer. Oui, on va récupérer, mais je ne connais pas les jours. Non, moi je posais la question de savoir par quel moyen. Est-ce que ça sera par la force ou bien les deux moyens sont bons. Les deux moyens sont bons pour le faire. En tout cas, les deux moyens sont bons. Un des moyens nous a permis à récupérer Goma et tous les autres territoires à l'époque de Kabila.
Et pourquoi pas aujourd'hui? Et voilà pourquoi on parle de l'infiltration au sein de l'armée à nos jours. Mon frère, on a récupéré, je vous ai dit qu'on a récupéré il n'y a pas longtemps, en 2013, si ma mémoire est bonne. Mais c'est là où il y a eu insertion. Mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Non, l'insertion, mixage, et ça nous cause mixage et tout ça, les mixage et tout ça, c'est depuis, ça date. Ça date. Et puis, c'est vrai, avec ce que nous avons eu et tout ça, certains du 1-23 ont intégré aussi l'armée. Mais écoutez, notre armée reste forte en Afrique. Et il faut seulement multiplier des stratégies, doter de moyens conséquents. Comment peut-on nous mesurer la force de notre armée quand vous dites qu'elle reste... Non, elle est forte. Elle est forte. Oui. Et nous avons aussi un nombre important. Aujourd'hui, plus de 10 000 nouvelles recrues sont en train d'être formées à Kitona. Et ce n'est pas des formations comme telles. Moi, j'ai vu ça quand j'étais récemment à Mwanda. C'est des experts internationaux, des Russes, des Biélorusses, et tout ça qui contribue à leur formation. C'est vraiment des tireurs d'élite que nous aurons, 10 000 au total. Donc, il faut encourager ce genre d'efforts. On va chuter. Merci d'être venu, Edmo Izouba. Ah, merci beaucoup. Je rappelle qu'on devrait également recevoir Pius Romain, mais hélas, peut-être partie remise. Vous savez, moi, je ne condamne pas les gens qui, par exemple, je dirais, qui n'est pas, par exemple, venu participer à une émission. Non, il a eu un malaise. Oui, parce que, vous savez, la journée d'hier, je ne sais pas, beaucoup de gens ne sont pas sortis. Surtout ceux qui avaient déjà la mauvaise nouvelle de l'assassinat de Chéribin. Au niveau de la maison, c'était de l'émotion. Tout à fait. Et ça fragilisait tout le monde pour sortir, c'était vraiment compliqué. Ceux qui étaient déjà sortis sont revenus un peu plus tôt parce qu'il fallait observer seulement le mouvement du centre-ville. Et ils étaient aussi déjà à 16h, un peu les gens commençaient à se vider. Donc voilà, pour ça, je ne condamne pas quelqu'un qui pourrait peut-être se présenter à l'émission. Merci d'être là, cher Edmond. Le plaisir est mien. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. On va vous retrouver demain. À la même heure, ça sera la rediffusion de ce numéro. À 18h, encore la rediffusion. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. D'ailleurs, nous étions en direct sur les réseaux sociaux. Page Facebook RTVS 1 et chaîne YouTube RTVS 1. Merci à Guillaume Zinga pour la réalisation. Merci à Tonton et Bongo pour la supervision. Alain Trésor, merci d'être là. On se retrouve demain. Bon, dessus des programmes sur nos antennes. Non, le lundi pour un nouveau numéro. Demain, ça sera la rediffusion. Merci et bon début de week-end à vous tous. Au revoir.